Robin Cousin, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et scénariste de bande dessinée. Vous collaborez avec la maison d'édition Poitevin Flubelub. Avec Grégory Jarry, cofondateur de Flubelub, vous signez le scénario d'Avaler la Lune, une série en 3 tomes, avec Lucie Castel au dessin. Cette série, elle paraît chez Casterman. Vous imaginez un monde où l'homme n'a pas su se saisir des enjeux du changement climatique. Racontez-nous, quel univers avez-vous imaginé pour cette histoire? Alors en fait, on imagine un futur proche où la catastrophe climatique prend beaucoup d'ampleur et les humains décident, disons des dirigeants de grandes entreprises de la tech, décident de lancer un gros projet pharaonique pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. En faisant ça, ils accélèrent en fait la catastrophe et tout est foutu. Et en fait, notre récit commence 500 ans plus tard. Et on raconte ces deux époques en même temps, avec une jeune femme qui s'appelle Agafia, qui a une quinzaine d'années. Et elle est envoyée donc par ses parents sur la Lune pour terminer ce projet, pour sauver le vivant. C'est une ambiance de fin du monde à laquelle vous nous conviez, et c'est à la fois fascinant et déstabilisant, car on passe de l'espoir au désespoir. Est-ce que c'est un récit que vous avez voulu sur un fil fragile, où l'avenir de l'humanité reste incertain jusqu'à la fin de l'histoire? Oui, c'est vraiment un fil qu'on essaie de garder tendu jusqu'au 3e tome avec Grégory en écrivant. Parce que c'est jusqu'où est-il possible d'espérer et aussi quels sont les moyens, jusqu'où on est prêt à aller pour sauver l'humanité ou pour sauver en tout cas la société telle qu'on la connaît. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et l'idée, c'est de créer le doute chez le lecteur, donc tenir ce fil tout le long. Ouais. Alors, dans le premier tome qui est paru en janvier dernier, la vie sur Terre va s'éteindre et il est question d'un ascenseur entre la Terre et la Lune. Qu'est-ce que vos personnages imaginent réaliser à travers ce dispositif? Donc c'est ce fameux projet titanesque qu'ils mettent en place. C'est en fait l'ascenseur, c'est juste un moyen pour aller sur la Lune. Et sur la Lune, créer une forêt dont on exploitera l'électricité pour l'envoyer sur Terre. Et en fait, l'ascenseur sert aussi en gros de fil électrique pour faire simple. Et l'idée, donc, c'est de donner à la Terre une énergie infinie et propre. Et ce pari de forêt de coraux, il réussit. Il est au cœur de l'histoire du 2e tome, qui paraît là, ces jours-ci. Et la jeune héroïne, donc, elle réalise son premier voyage sur la Lune, mais elle va être confrontée à un sacré dilemme. Disons qu'il y a plus de vie que prévu sur cette Lune. Et en fait, si elle allume le générateur, elle condamne cette vie. Et donc, pour sauver la vie sur Terre, pour redémarrer la vie sur Terre, il faut condamner la vie qui est sur la Lune. Sur quel point avez-vous le plus travaillé pour rendre cette dystopie crédible d'un point de vue scientifique? Alors moi, je suis un peu le geek de science de la bande. Donc je fouille beaucoup dans les avancées des nouvelles technologies. Donc, en fait, toutes les technologies qui sont dans l'histoire sont basées sur des vraies recherches, souvent extrapolées. L'ascenseur lunaire, c'est un truc qui existe. Enfin, c'est plutôt un ascenseur spatial qui avait été imaginé pour envoyer des fusées dans l'espace avec beaucoup moins de besoins énergétiques qu'actuellement. Les robots mous qu'on a développés aussi, là, c'est un truc très en vogue en ce moment, la soft robotique, qui permet de faire des interactions plus douces entre les êtres humains et les robots. Donc c'est des robots en plastique gonflable qu'on a imaginé. Même les recherches autour de comment prolonger la vie, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a quand même des humains, il y a quelques humains, ils ne sont pas très nombreux, mais qui ont 500 ans dans l'histoire. C'est les seuls qui ne sont pas morts pendant l'effondrement. Vous nous parliez de ces géants de la tech qui ont essayé de sauver la Terre. Forcément, ça fait écho à nos propres géants de la tech d'aujourd'hui qui ont des ambitions spatiales. Comment est-ce que leur travail d'aujourd'hui, leurs ambitions à eux, ont nourri votre imagination et qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, forcément, ça nous inspire. On voit les personnages qu'on met en scène, c'est un peu des Elon Musk, tous ces gens-là, mais nous, on les a rendus un peu moins méchants, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment de bonne foi, ils veulent vraiment sauver le monde, mais c'est qu'ils sont aveuglés par leur vision du monde, qu'ils vont dans la mauvaise direction, ils n'arrivent pas à remettre en question leur propre vision du monde, qui est le problème, en fait. L'univers de la science-fiction, est-ce que celui que vous inventez en tout cas dans cette trilogie, est-ce qu'il est destiné à éveiller les consciences d'aujourd'hui? Oui, à éveiller les consciences,
C'est beaucoup dire parce que je ne sais pas si je suis capable d'éveiller les consciences. En tout cas, c'est questionner. C'est cette histoire du fil dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on met le lecteur et les lectrices face à un dilemme pour ce qui se demande vraiment quel choix il ferait et que ça fasse écho à la situation actuelle, quoi. La situation écologique dramatique qu'on vit à ce moment. Un troisième tome de cette série est prévu donc en janvier 2026. Quel en sera l'enjeu narratif? Que pouvez-vous nous en dire? Bah, c'est le troisième et dernier tome. Donc déjà, il s'agit de conclure toute cette histoire. On va rentrer sur Terre avec Agafia, je peux vous dire. Je peux vous dire aussi que le plan initial va marcher encore mieux que prévu, mais que ça va poser des problèmes inattendus. D'autres dilemmes sont... Voilà, un très très gros dilemme de fin. Voilà. D'accord. Robin Cousin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle l'apparition des 2 premiers tomes d'Avaler la Lune, c'est aux éditions Casterman. Merci. Merci.